Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des célèbres vidéos podcast des entrevues avec une Vige qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ maintenant avec notre amie Iliana, la Major Iliana Ladvich, désormais la plus célèbre du monde. Comment ça va, Iliana? Bonjour à vous, bonjour à tous. Je vais bien, je vous remercie. Je ne crois pas être la biche la plus célèbre du monde, ceci dit. Enfin, c'est gentil à vous. Bon, et vous vous portez bien? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Vous avez pourtant l'air très très fatigué, et très tiré, oh là là. Ah ouais, mais ça c'est une autre histoire. Enfin, toujours est-il que je me porte bien quand même. Merci à vous. Bon, et bien voilà, nous voici rassemblés une nouvelle fois pour une nouvelle entrevue avec Iliana, donc à l'occasion de laquelle, pour cette 38e, j'ai sélectionné 4 intervenants, enfin en fait en l'occurrence 2, mais 3 questions de la même personne, qui devraient être relativement rapide à traiter parce que, eh bien, Ileana m'a contacté cette semaine me disant qu'elle avait un message à diffuser à nos auditeurs. N'est-ce pas, Ileana? Oui, absolument, c'est tout à fait exact. J'ai demandé à pouvoir passer un message important, donc voilà, on verra ça en fin d'émission, allez, on va dire ça comme ça. Ah bah ok, comme ça on laisse planer le suspense. Bon, et bien voilà. Alors, on commence tout de suite, si vous êtes prête. Je suis absolument prête. Je ne pourrais pas être plus prête que je le suis déjà. Donc, je vous écoute. Eh ben c'est parfait, on y va. Alors, une question d'un ou une anonyme qui nous demande ceci. Aux États-Unis, il y a Monsieur Kevin Trudeau qui gît en prison depuis bientôt 10 ans pour avoir constamment dévoilé les manœuvres de l'ennemi et appris bon nombre de gens comment s'en défaire. Bon nombre de ce que j'ai appris de son enseignement coïncide avec la voie archimagistérale. Serait-il possible, s'il est toujours en vie, d'intervenir en sa faveur? Alors, Eliana, vous connaissez? Alors oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Enfin, tout du moins, si l'on parle de Kevin Mark Trudeau. Il a été poursuivi par la Federal Trade Commission, la Commission fédérale du commerce, pour différentes transactions frauduleuses, etc. Enfin, il devrait sortir en 2022, d'ailleurs, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et oui, c'est vrai que bon, il est un peu borderline quand même par rapport à ces manœuvres. Non, il ne s'est pas montré franchement prudent. Alors oui, il est toujours en vie, bien sûr, hein, il n'y a aucun problème pour ça. Mais je dirais que finalement, la prison dans laquelle il se trouve actuellement, il le protège davantage qu'il le prive de liberté, parce que on va d'abord falloir faire le tri entre le bon gré et livré le concernant, parce que tout n'est pas forcément aussi éclatant d'honnêteté qu'on pourrait le croire. À la limite, on lui jette pas la pierre, parce que c'est vrai que il a davantage nuit au système qu'aux gens. Donc, effectivement, c'est vrai que ça, c'est criminel pour le système, forcément, on comprend la logique est là. Mais, non, c'est vrai qu'il va falloir tirer un peu ça au clair. Mais enfin, on prend soin de tous les prisonniers du monde qui, normalement, sauf les criminels de sang et les criminels sexuels et les criminels sur les animaux, par exemple. Tous les autres, les prisonniers de droit commun, a priori, devraient jouir d'une amnistie et être libérés de prison, remise des compteurs à zéro, etc. Donc, bon, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas partie du lot. Pour l'instant, il est mieux là où il est parce que il y a certaines inimitiés qui se manifesteraient contre lui, qui seraient franchement préjudiciables à sa santé. Donc il est mieux là où il est pour l'instant. Il n'y est plus mal, hein. Ça va. Sa santé n'est pas terrible, mais enfin disons que il n'est pas en danger pour l'instant, mais
ça devrait bien se passer. Voilà. Il y en a beaucoup comme lui, hein, qui font de la prison, bon, plus ou moins à tort, et il y a énormément d'innocents en prison, énormément de coupables en liberté, la plupart d'ailleurs. De toute façon, la prison est faite pour les opposants au système, finalement. C'est pas dit comme ça, évidemment, sinon ça fait régime totalitaire. Ça présenterait pas bien face au public, mais c'est pourtant le cas. Donc bon, voilà. Mais ça devrait bien se passer pour lui. Il n'y a pas de souci. Ah ben, on lui transmettra, hein, ça lui fera plaisir, sans doute. Bon, mais il le sait, hein, il est informé, hein, de ce qui se passe. Ce sont des gens dont on ne risque pas de se retrouver face à une problématique ou une polémique liée à ce qu'ils savent et à ce qu'ils sont susceptibles de pouvoir dire, raconter de manière publique, puisque ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Donc eux sont davantage au courant que bien d'autres, finalement. Non, il sait exactement de quoi il en retourne. Hein. Il y a des gens de la faction P40 qui sont allés le voir, entre autres, hein, et qui lui ont expliqué clairement les tenants et aboutissants de la situation. Donc finalement, il prend son mal très en patience. Il sait que c'est fini bientôt. Il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est très bien, tant mieux pour lui. Alors, deuxième question de la même personne. Quel est l'impact du mensonge sur l'évolution de l'âme? Un petit peu moins terre à terre, pour le coup. L'impact du mensonge sur l'évolution de l'âme. Alors là aussi, hein, je répète toujours la même chose, mais c'est vrai qu'il faut s'entendre sur les mots. Le mensonge, il y a des mensonges utiles, il y a des mensonges crapuleux, il y a des mensonges qui sont proférés par interprétation erronée d'une réalité. Il y a beaucoup de déclinaisons du mensonge. Hein. Bon, si on parle de l'évolution de l'âme, je suppose qu'il s'agit de mensonges crapuleux. Savoir ouvertement quelque chose et dire quelque chose d'opposé pour tromper dans le but de nuire. Disons que l'impact est exactement le même que celui de nuire à quelqu'un de quelque manière que ce soit. Maintenant, si on est face à l'attitude d'un mythomane qui ne peut pas s'empêcher de travestir la réalité, sinon c'est un problème d'ordre psychologique pour lui, de refus de la réalité. Il a envie de se réfugier dans un univers autre que la réalité, dans lequel il a tendance à se sentir seul, et en mentant à autrui, il a tendance à vouloir attirer à lui des gens qui partagent sa vision de la réalité pour qu'il se sente moins seul. Bon, après, ça c'est davantage d'ordre psychologique, ce sont des choses qui doivent être clarifiées dans l'esprit de la personne concernée, et puis après, bon, ça va mieux. C'est pas très grave en soi, c'est pas... Vous savez, tout le monde ment d'une manière ou d'une autre. Nous avons été confrontés à une somme incommensurable de mensonges proférés par tout le monde. Quelqu'un qui est pas trop bien, et puis qui est un peu fatigué, on lui demande comment ça va, et qui répond, oh, ça va bien, je regrette, il ment, hein. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. On peut pas forcément sans filtre comme ça sortir une vérité, paf, toute nue, toute crue. C'est pas toujours facile. Hein, ça, on a été très très fréquemment confronté à ce problème-là. Pour nous, une chose est une chose, une vérité est une vérité, un fait est un fait. Donc on l'exprime comme c'est, comme il est. Mais c'est pas toujours forcément bien reçu. On a toujours dit que les étaient très abruptes. Surtout celles qui n'avaient pas été formées pour ménager la chèvre et le chou, hein, présenter les choses de manière édulcorée, élaborée, énormément de blabla avec un ton et une expression émotionnelle sur le visage qui fasse passer un peu la pilule pour pas froisser l'ego, pour pas irriter la personnalité, pour ne pas éveiller une forme de réactivité chez les personnes qui nous font face. Donc toutes les biches qui prennent part au contact, surtout les filles de la section de liaison, forcément, ont suivi une formation de confrontation psychologique à la nature humaine. Au départ, ça a été, mais c'était incroyable, incompréhensible de devoir faire autant de tratra là et de salamalek
juste pour dire une chose toute simple, de manière à ce que ce soit correctement compris en face, que ce soit pas mésinterprété ou interprété de manière négative parce que l'orgueil est un peu froissé ou parce que enfin, pour tout un ensemble d'autres raisons, parce que ça se dit pas comme ça se fait pas comme ça, on cligne pas de l'œil droit quand on dit telle chose en bougeant la main gauche. Oh là là, c'est épouvantable. Enfin, une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait un peu tout seul. Mais c'est épuisant, hein. Je sais pas comment vous faites. Alors bon, mensonge, tout dépend. Voilà, tout dépend à quel type, dans quel registre on se trouve par rapport à ça. Mais sinon, bon, c'est pas. C'est vrai qu'il vaut mieux être fidèle à la réalité, tout en sachant vraiment que, effectivement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des mensonges qui sont, je dirais, qui sont nécessaires. On y a été confronté aussi à cette obligation. Ça ne nous a jamais fait plaisir. Mais c'est vrai que les conséquences potentielles d'une vérité dite alors qu'elle ne le devrait pas peuvent être énormissimes. Donc, on essaie quand même de cibler la qualité du résultat et tant pis le chemin par lequel il faut passer pour y arriver. Alors après, je pense que dans le nouveau paradigme, les choses seront relativement différentes. Là, chacun sera confronté à un contexte beaucoup plus clair, beaucoup plus sain, qui finalement permettra à chacun de dire les choses telles qu'il le ressent. Et de toute façon, chacun sera amené à aiguiser sa sensibilité, même malgré lui, hein, ça sera plus ou moins tout seul. Et lorsque les menteurs se présenteront, chacun sera susceptible de pouvoir le ressentir aussi évidemment qu'on verrait le nez de Pinocchio pousser. Donc finalement, chacun sera de toute façon contraint à vivre de manière à éviter d'avoir à mentir. Ça, ce sera la grosse différence. Voilà, sinon c'est pas catastrophique, hein, pas bien grave. Il y a pire, hein. Oh là là, il y a bien pire. Juste comme ça au hasard, c'est à moi que vous pensez quand vous dites que les gens qui disent ça va bien, puis finalement pas trop. Oh bah non, certainement pas, je ne me permettrai pas. Vous voyez, ouais, j'ai appris à mentir. Ouais, il me semblait bien. Ouais. Bon, enfin, vous le faites pas si bien, mine de rien. Bon, détrompez-vous, hein, c'est stratégique que je dois impérativement jouer un rôle en société. Je vous garantis que je le fais à la perfection. Ouais, ça, j'ai aucun mal à le croire. Aucun mal. Bon, allez, on passe rapidement à la question suivante. Une question de Marjolaine. Marjolaine nous a envoyé énormément de questions. Donc, on essaie de traiter un peu tout le monde, enfin les questions de tout le monde, du moins. Mais bon, là, il y a des choses intéressantes, donc on va traiter les questions de Marjolaine. Alors, première question de sa part, il y en a quand même 6. Voilà, 6 questions, c'est du bombardement. Ah, mais, vos réponses sont appréciées, hein, donc forcément, ça crée des... Bah, ça suscite l'intérêt, et donc forcément une ébullition intérieure. Allez, question de Marjolaine. Donc, première question. Parlez-nous... Ah, quand ça commence comme ça, je sens que ça va être vague. Parlez-nous de la délivrance des enfants prisonniers du Deep State, s'il vous plaît. Ah, mais là encore, la question est trop vague. Que voulez-vous que nous vous disions sur un sujet aussi vaste? Bon, attendez, je vais poursuivre dans l'intitulé de la question, ça orientera quand même un peu. Hein. Donc, vont-ils retrouver la santé mentale, physique, émotionnelle? Les verrons-nous? Voilà, ça permet de cadrer un peu. Bon, là oui, effectivement, c'est vrai, c'est un peu plus concret. Alors, vont-ils retrouver la santé mentale? Non, c'est allé trop loin. On se rend pas compte de l'ampleur de l'horreur que représente l'enfer duquel ils viennent. La plupart d'entre eux, si ce n'est tous, très peu, mais extrêmement peu d'entre eux qui ont échappé à cette condition, quasiment tous ont, comment dirais-je, leur âme a été retirée du corps de manière à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'expérience entre le ressenti du corps, la conscience mentale et la conscience spirituelle. Donc tous ces gens, ces petites gens, parce qu'ils étaient très jeunes forcément pour la plupart, représentent une génération perdue. Les âmes sont remontées, on les a retirées de là dès qu'on en a été vraiment capable.
Donc aucun d'eux au moins n'a subi le traumatisme en rapport qui était désiré par l'ennemi. Hein. L'ennemi a planché sur des traumatismes extrêmement profonds de manière à, même si il devait disparaître de la surface de ce monde, tel que c'est en passe d'être fait, les générations restantes et les âmes qui reviendraient remanifesteraient dans l'incarnation les coups de ce traumatisme extrêmement profond qu'on n'enlève pas comme ça, hein, même dans les colonnes de lumière. Et qui finalement, là où il se réincarnerait, régénérerait quelque part des conditions à peu près équivalentes, puisqu'on sait qu'un enfant battu, en général, quand il devient adulte, bat ses propres enfants. C'est relativement systématique. Donc l'objectif était celui-là. Donc tout ce petit monde a été retiré avant qu'il ne soit trop tard. Certains ont eu besoin de cette expérience pour comprendre vraiment. La plupart étaient des gens qui refusaient obstinément de croire en la réalité de ce genre de choses. Donc on les a placés en contexte, quelque part ils s'y sont placés tout seuls finalement, de manière à pouvoir en faire l'expérience, mais retirer suffisamment tôt pour ne pas créer de traumatisme, mais suffisamment pour être mis véritablement en face et prendre toute la mesure de l'ampleur du délire de l'ennemi en termes de torture. Donc non, ces enfants sont déficients psychologiquement, on peut pas récupérer un truc comme ça. Ils sont déficients physiquement parce qu'ils ont été maltraités, voire mal nourris, etc. Non, de toute façon, ces corps-là sont perdus, donc ils s'éteindront petit à petit tout seuls. On fera en sorte de les éteindre, de manière pas trop violente pour éviter que ça soit assimilé à un génocide quelque part, parce qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Mais de manière plus ou moins naturelle, disons, on était dans certaines fonctions de toute façon déficientes, ce qui permettra de nettoyer la place et de ne laisser aucune imprégnation mémorielle où que ce soit. D'ailleurs, une fois que ils seront décédés, les corps éventuellement enterrés, il va falloir opérer des actions particulières sur le corps pour éviter que l'ensemencement enterre de ces corps est imprégné du traumatisme en rapport, parce que le corps était traumatisé quand même si l'âme n'en a pas souffert. Ce traumatisme, en termes d'énergie, peut se transférer à la Terre. Il y en a tellement que ça pourrait éventuellement être conduit par une veine, une circulation d'énergie tellurique, par exemple, et contaminé plus loin. Donc ça, c'est absolument hors de question. Donc on nettoie au fur et à mesure aussi. Donc vous voyez, le problème est vraiment complexe. Ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et la plupart des gens n'y croient pas. Ils sont trop. L'impact de cette réalité-là est beaucoup trop impactante et beaucoup trop puissante, remet beaucoup trop en question la logique des gens qui vivaient dans ce monde en se disant que finalement c'était pas si mal, que tout allait pas trop mal, et puis que les horreurs qu'on racontait sur les coulisses de ce monde n'étaient que des racontards, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de faire face à la réalité d'un monde comme ça qui était leur quotidien. Donc ils préféraient nier, tout simplement. Donc il y a énormément de gens qui refusent obstinément qu'aujourd'hui d'admettre que ça puisse être vrai, alors que Trump a quand même mis en évidence le fait que c'était une véritable réalité. Mais il n'a pas été fortement suivi par les médias à ce moment-là. Et de toute façon, la Cabale a mené une campagne de décrédibilisation de Donald Trump suffisante pour que les gens qui n'avaient pas envie d'y croire puissent se raccrocher à ces arguments décrédibilisateurs pour se dire finalement j'avais raison, tout va bien, quoi. Bon, de toute façon, une fois que les gens seront prêts à entendre la vérité devra leur être révélée, qu'ils la supportent ou non. Ça, ce sera peut-être une nouvelle épreuve une fois le basculement opéré. Ce sera une épreuve psychologique qu'il faudra surmonter parce que il est hors de question que par inconfort on oublie ça et qu'on se dise que finalement le monde d'hier est quand même pas si mal. Ça, c'est absolument hors de question. Donc
Voilà. Mais pour eux, personnellement, pour ces gens-là, pour ces enfants-là, non, c'est définitivement trop tard. C'est vrai que l'ennemi a franchement frappé fort sur ce coup-là. Bon, voilà. Alors, deuxième question de Marjolaine. Les animaux seront-ils délivrés aussi, bien traités, et quand? Quand, c'est votre question préférée. Alors oui, la cause animale, forcément. C'est sûr que la cause animale sera considérée exactement sur le même plan que la cause humaine. Alors, pas tous les animaux. Hein. Si on prend un moustique, par exemple, un moustique, c'est un animal. Bon, ben, forcément, il n'aura peut-être pas la même considération qu'on pourrait accorder à un cheval. Voilà. Alors, en général, tous les mammifères, qu'ils soient humains ou animaux, seront placés exactement sur le même pied d'égalité. Comme ça, on risquera pas de se tromper. Il y aura une même loi pour tout le monde. Voyez. Donc, ça paraît peut-être outrancier comme ça, et pourtant, de toute façon, nous considérons les animaux comme étant des gens, non pas des gens humains, mais des gens animaux. Et les végétaux comme étant des gens végétaux. Et les minéraux comme étant des gens minéraux. Parce que leur conscience, leur capacité de réflexion, leur capacité émotionnelle, elles sont pleines et entières. Donc il n'y a absolument qu'une raison. Alors c'est vrai que bon, il faut affiner un petit peu tout ça, mais dans le principe, non, les animaux seront bien évidemment délivrés des conditions concentrationnaires dans lesquelles ils se trouvent encore actuellement. Malheureusement, on peut pas trop bouger à ce niveau-là parce qu'il faut vraiment accompagner le mouvement global des opérations qui sont actuellement en cours et dont je parlerai donc à la fin de cette vidéo podcast. Et ils seront bien évidemment bien traités, etc. Alors quand on a toujours cette même sempiternelle même question. Je n'en sais rien. Dès que ce sera possible, dès que nous serons parvenus à la fin de l'opération en cours, dès que le basculement de civilisation aura eu lieu et que nous prendrons définitivement la main sur toutes les structures de la société, là évidemment, ça changera radicalement du jour au lendemain. On a beaucoup envisager les conditions dans lesquelles ça pourrait être rectifié. Parce qu'il y a des animaux qui, depuis des décennies, vivent dans ces conditions concentrationnaires quasiment. Hein. Les relâcher, les mettre en liberté, ça rimerait à rien. Ils sauraient même difficilement comment s'en sortir. Donc c'est franchement profond comme problème. Mais c'est un problème plein et entier. Et on leur a promis de prendre absolument toute la mesure de leur cause et de faire tout ce qui serait à notre pouvoir pour leur accorder la liberté exactement comme tous les peuples de ce monde. Et c'est exactement ce que nous ferons. Donc, il y a déjà des plans envisagés à ce niveau-là, ce serait inutile d'en parler ici. Mais oui, ça se fera de manière absolument inconditionnelle. Et c'est une très bonne chose parce que ils en bavent des ronds de chapeau. Hein. Les règnes de la nature sont ceux qui souffrent le plus. Hein, on parle des gens, on parle des opprimés. Oui, absolument d'accord. Hein. Mais alors, la nature, mon Dieu, le nombre, les milliards de consciences qu'on torture hein, en permanence, et ils acceptent cette torture parce qu'ils ont confiance en le soutien des forces archimagistérales du propre nouveau paradigme, donc, et qui va les sortir de cette situation. Ils y croient, sincèrement, ils y croient. Enfin, maintenant, ils ont la capacité de voir les choses, donc c'est un peu plus simple, disons, pour eux, que quand on leur faisait simplement des promesses et qu'il ne se passait rien. Mais ça fait 10 ans qu'ils tiennent. Et il est hors de question de les décevoir, évidemment. Évidemment. Hors de question. Bon, ok pour ça. Alors, troisième question de Marjolaine, donc issue d'un nouveau formulaire envoyé. Parlez-nous, parlez-nous des autres races afin que nous comprenions qui ils sont, leurs intentions, etc. D'où viennent-ils ? Et les abductés, que deviennent-ils? Alors encore, genre question précise. Oh là là. Alors Liane, on fait quoi? Ouais. Les autres races. Je suppose que vous parlez des races extraterrestres, évidemment. Écoutez, imaginez que, bon, vous connaissez plus ou moins bien votre planète, hein, je suppose, un peu comme tout le monde ici. Je vous demande, parlez-moi des civilisations de la Terre. Voilà, allez-y. Quand, voyez, à quel point c'est pas simple. Et là, on parle d'une seule planète. Hein. Vous parlez de l'ensemble de l'univers. Non, on peut pas répondre à ça, c'est pas possible. Non,
Il y a absolument de tout. Il y a des gens qui sont au stade des cavernes, il y a des gens qui ont un développement scientifique de plusieurs millénaires supérieur à vous, il y a des gens qui sont spirituellement plus avancés que vous, ayant là aussi des siècles, des millénaires d'avance. Un des mondes les plus proches d'ici est emblématiquement considéré comme étant le monde en âge de diamant le plus abouti de l'ensemble de la création. Je ne parle pas que de l'univers, je parle de tous les univers. Oui, il est tout près, donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc finalement, il y a absolument de tout, il y a de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous pouvez parfaitement répondre à votre propre question, parce que vous ne pouvez pas envisager quelque chose qui n'existe pas fondamentalement. Alors, imaginez votre réponse, imaginez les peuples, imaginez les situations, et vous aurez une réponse qui vaudra ce qu'elle vaudra, qui sera pas mal. Alors, en dehors des fameuses confédérations d'humanité au sein de la galaxie, alliées pour la sauvegarde de votre petite planète, non, ça non, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, parce que certainement que la question sera reposée, mais non, ça par contre pas. Mais bon, après, les autres races, qui ils sont, c'est difficile, hein, ce sont des êtres humains d'autres planètes, ils sont humains, comme vous êtes humains. Je le redis, hein, l'humanité n'est pas propre à la Terre, l'humanité est un seuil atteint d'évolution spirituelle et incarnationnelle. Un animal qui se dissocie de d'un groupe auquel il appartient, un groupe relativement évolué et qui est prêt à incorporer la race humaine, eh bien il devient humain. L'humanité, c'est ce qui fait suite au règne animal. Et ça, c'est pareil sur tous les mondes. Donc ce n'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on n'est pas humain. Voilà, ça c'est un gros abus de langage quand même. Hein. Les humanités, il y en a absolument partout. Alors qui ils sont, ils sont ce qu'ils sont, hein. On peut pas tous les décrire, c'est pas possible. Hein. Leurs intentions, parfois elles sont belliqueuses, parfois elles sont harmonieuses, paisibles, parfois elles sont envieuses, parfois il y a de tout, comme chez les êtres humains, hein. Il y a absolument de tout. C'est vrai que la Terre a représenté un carrefour depuis des millénaires, depuis des temps immémoriaux, depuis avant même l'histoire connue officielle de cette humanité, et jusqu'à très récemment. Et il y a de tout, je dis, hein, il y a au moins une vingtaine d'ethnies représentatives quand même de leur civilisation, d'exo-civilisations présentes sur Terre, une vingtaine différentes. Certaines sont accessibles, certaines ne le sont pas, certaines sont sur ce plan physique-ci, d'autres sont sur un autre plan physique du même monde, certaines sont très semblables à vous, on pourrait les confondre avec vous, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, enfin, il y a absolument de tout, hein. On peut pas, sur une question aussi vaste, on peut pas répondre. Tous les cas de figure sont susceptibles de pouvoir se présenter. Donc, voilà. Maintenant, d'où viennent-ils? Ils viennent d'autres mondes, hein, tout simplement. Je peux pas. Il y a, regardez, prenez une belle nuit d'été, regardez l'espace, regardez le ciel, et toutes les étoiles. D'accord? Eh bien, 60% de tout ce que vous voyez contient de la vie intelligente. Pas au même degré d'intelligence, mais quand même. Alors, vous voyez, d'où ils viennent, ils peuvent venir d'absolument n'importe où. Alors, ils viennent pas en vaisseaux spatiaux, hein, ça, il est rarissime que des gens se déplacent en vaisseaux spatiaux. Ça s'est fait, ça continue à se faire, ça dépend du degré d'évolution technologique. Mais c'est pas la manière qui est franchement privilégiée, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport aux films de science-fiction qui passent sur. Mais non, il y a vraiment de tout. Ils peuvent vraiment venir de partout et nulle part. Quant aux abductés, alors les gens qui se font enlever par les extraterrestres, alors oui, c'est arrivé aussi. Hein. Soit en collusion avec les gouvernements de l'ennemi. Donc ils ont livré des gens à ces exocivilisations en contrepartie d'avantages qu'ils n'ont pas partagé avec vous, bien évidemment. Ou alors ce sont des enlèvements de l'ennemi qu'on a fait passer pour des abductions. Ça aussi, il y en a pas mal, c'est peut-être quasiment la majorité.
Lorsqu'ils deviennent, soit ils sont replacés à leur position, mémoire effacée ou pas, implantés, génétiquement modifiés, ou éliminés, ou mangés, ça peut arriver aussi, c'est arrivé. Enfin, il y a de tout, quoi. Alors, là aussi, nous, une fois le basculement opéré, eh bien, nous poserons en force de police, quelque part, par rapport aux autres mondes. En sachant que, de toute façon, tous les mondes aujourd'hui, tous les mondes dotés de vie, ayant enclenché leur loi des cycles, ont des dits à leur surface. Obligatoirement. La Prakana Salamuka est présente. Et jugule les abus. Donc si quelqu'un veut monter un truc et partir coloniser, il se fera saboter, obligatoirement. Donc ça va très considérablement limiter les velléités agressives d'un monde vers l'autre, puisque le nouveau paradigme concerne l'ensemble de la création, et non pas que ce monde, et que les lois y sont clairement définies. Elles sont définies pour ici, mais elles sont définies ailleurs pour ailleurs aussi. Donc, alors les abductés, soit ils reviennent pas, hein, mais enfin ça c'est quelque chose qui devrait, qui va terminer maintenant. Il n'y en aura plus. D'où que ça vienne, que ce soit extraterrestre ou que ce soit ennemi d'ici ou ennemi d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'extraterrestres d'ailleurs qui sont l'ennemi ailleurs en collision avec l'ennemi d'ici, évidemment. Enfin voilà. Alors quatrième question de Marjolaine. Donc il n'y a pas de combat de vaisseau des forces de la lumière contre celles de l'ombre. Genre Star Wars, quoi. Oh, ça non, absolument pas, absolument pas. On risque de décevoir les amateurs de science-fiction, franchement non, mais pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se situe, en fait. Là, on est vraiment dans une dimension imaginative propre au cinéma, entre autres. Mais non, la réalité est complètement différente, elle est beaucoup plus vaste. C'est extrêmement restrictif de penser comme ça. On se trouve face à une situation dont les enjeux sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus larges que les simples apparences, que les confrontations de factions militaires, choses comme ça. Et ce combat-là se mène complètement ailleurs. Mais vraiment, profondément ailleurs. Donc non, les combats des sauts spatiaux, non, absolument pas. Bon, il y a des civilisations qui ont été très agressives, d'autres pas du tout, mais bien armées. Il est arrivé qu'il y ait des conflits comme ça, mais des batailles spatiales dans l'espace, là, non, pas du tout. Non. C'est difficilement concevable. Des planètes peuvent être des enjeux éventuellement, donc les confrontations, elles se passent davantage au niveau de la manipulation, des tentatives de manipulation des uns et des autres. C'est beaucoup plus subtil, naturellement plus subtil. Il n'y a pas véritablement de combat. En général, une civilisation engage un combat contre une civilisation qui n'a pas les moyens technologiques de se défendre. C'est quand même beaucoup plus facile. Mais sinon, les guerres spatiales, interstellaires, non, pas du tout. Non. Ça s'est peut-être présenté une fois, deux, trois, mais c'est vraiment... Et encore. C'était des circonstances... des concours de circonstances qui s'y sont prêtés, mais en fait c'était pas forcément planifié comme ça. Donc non. Bon ok. Donc bye bye Star Wars. Alors, cinquième question de Marjolaine, envoyée par un troisième formulaire. Mère Teresa faisait-elle du trafic humain d'enfants pour la cabale? Pourquoi pas, hein? On en a tellement vu. Ah oui, ça pourrait ne pas être étonnant, effectivement. Mais en l'occurrence, non. Mère Teresa était une grande âme qui a choyé ses enfants comme si c'était les siens et qui s'en est vraiment occupée à merveille. Elle n'a jamais été obligée de collaborer avec le système, forcément, puisqu'elle était obligée de rendre des comptes. Mais elle ne s'est jamais compromise dans ce genre d'horreur. Jamais. Ah ben voilà qui est clair, net et précis.
Donc, 6e question de Marjolaine, et dernière en l'occurrence. Un humain se réincarne-t-il seulement sur Gaïa ou ailleurs, et combien de fois? Là, tout dépend du contexte. Un humain se réincarne, un être humain sur de la Terre, donc sur Gaïa, très justement nommé par Marjolaine, se réincarne ici en général, effectivement. En règle générale, toujours. Il y a énormément d'exceptions dans ce genre de contexte. Il faut savoir qu'il y a, au niveau de l'absolu, il y a une gestion extrêmement précise des âmes, des populations d'âmes d'un monde, notamment en état de désincarnation donc, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Il y a des mouvements de population, là par exemple, le Yorodar qui a décidé de permettre la migration d'un certain nombre d'âmes très évoluées d'outre-monde vers ici pour repeupler, je dirais, ensuite avec des âmes de grande qualité et les âmes de plus basse qualité qui ne sont pas qui sont difficiles à faire évoluer en un temps relativement rapide et qui pourraient se retrouver relativement mal à l'aise dans un contexte d'âge de diamant relativement avancé. Puisque, bon, c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble à rien, mais ça va très 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 vite se ressembler à quelque chose d'assez béton quand même. Ces gens-là, ces âmes-là, plutôt que les mettre mal à l'aise, les rendre incapables d'évoluer parce qu'ils sont complètement en déphasage avec l'énergie de la planète, vont être expédiés ailleurs, dans des mondes où ils seront soumis à une pression quand même moins intense et pourront petit à petit apprendre à leur rythme. Donc on va rebrasser les cartes un peu là-dedans et essayer de remettre des âmes dans des contextes qui leur conviennent quand même mieux, naturellement. Le fait que la montée vibratoire du royaume de Gaïa ait été si puissant et si rapide, on aura déstabilisé vraiment beaucoup. Donc là, il faut jouer un peu là-dessus et faire en sorte que tout ça s'harmonise. Donc vous voyez, un être humain, il peut s'incarner ici, mais il peut se réincarner ailleurs à condition d'être finalement, je dirais, convoyé ailleurs. En principe, quand l'âme est évoluée, c'est avec son consentement. Quand elle l'est pas du tout, ça lui est imposé au titre des conditions lui permettant d'évoluer le mieux. Il y a des gens qui sont envoyés dans des mondes en âge sombre parce que ils s'y reconnaissent. Il y a que là qu'ils arrivent à prendre leur repère correct et à partir de là collaborer. Le destin fait que ces âmes sont obligés, quelque part, contraints et forcés par le cours des événements dans leur incarnation à collaborer à l'élévation du taux vibratoire de la planète pour qu'elle qu'elle repasse dans son âge d'or. Et en même temps, l'âme évolue sur au même rythme et concourt à sa mesure, à ce retour à l'âge d'or. Et l'âge d'or, quelque part, fait son chemin en cette âme de manière à effacer les dernières ombres, etc. Donc c'est une logique quand même qui est très bien, qui est finement pensée et qui permet à l'ensemble du contexte de retrouver un meilleur équilibre. Alors ouais, là aussi on trouve vraiment du tout. Mais de manière naturelle, en général, quand une âme appartenant à une civilisation planétaire meurt, elle se retrouve sur les plans subtils et puis elle revient sur la même planète. En général, c'est comme ça que ça se passe. Bon, très bien pour ça. Alors, en principe, nous voici arrivés au bout de l'ensemble des questions sélectionnées. Or, nous avons encore un peu de temps avant votre message. Donc, je me propose de sélectionner une question qui n'a pas été... qui ne figure pas au planning d'aujourd'hui pour remplir un petit peu, combler l'heure. C'est quand même rare qu'on soit en avance, plutôt en retard. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en fait une autre avant votre message ? Vous savez, moi je suis là pour ça, donc tant qu'il y en a, j'en traite, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez si vous voulez. Eh ben c'est parfait, on va se faire un petit extra alors. Alors, question de un ou une anonyme.
Les anges n'existent plus, vous dites. Les archanges, eux, point d'interrogation. Quel autre existe à part les Dvish? Dans le livre d'Urantia, par exemple. Alors, quand je parle des anges, je parle de la hiérarchie angélique. Celle qui est validée par Vatican II, qui est tout à fait exact, enfin qui l'était, puisque les anges ont disparu aujourd'hui donc, et qui a été qui est fixée par un personnage, je ne rappelle le pseudo Denis l'Aéropagite. Alors en l'occurrence, il s'agit de ce que l'Église appelle la hiérarchie céleste. On trouve ça dans les traités d'ésotérisme aussi, de manière toujours tout à fait exacte. Et il y avait en fait 9 ordres d'anges, à savoir par ordre d'importance croissante, les anges donc à la base, les archanges au-dessus, les principautés, les puissances, les vertus, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins, qui étaient les plus hauts gradés dans la hiérarchie angélique. Et tout ce petit monde-là, qui se comptait quand même par milliards d'anges, tout ce monde-là s'est âgé sur les 14 plans de conscience de cette hiérarchie très haut placée dans l'astral. Donc quand je dis les anges, je parle de tout ça. Ils sont tous, ils appartiennent tous à la hiérarchie angélique, et on dit les anges simplement pour aller plus vite, hein, tout simplement pour résumer un petit peu l'ensemble de leur hiérarchie. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de les autres, on va parler de Vish, on est dans un contexte complètement différent, hein, ça n'a absolument rien à voir. Les fiches ne sont pas comprises dans un ensemble d'autres genres d'anges éventuellement. En fait, je vais donner la définition, ce sera plus simple. En fait, ce qu'étaient les anges, clairement, mais toutes les sortes d'anges, quels qu'ils soient, les anges étaient tous, sans la moindre exception, des âmes humaines qui était interdit karmiquement de réincarnation suite au passage d'un cycle cosmique vers un autre. C'est-à-dire que de l'ancienne, enfin c'est l'avant-dernier âge, parce que le dernier âge d'or date de 1986, celui d'avant de 4 millions et demi d'années, un peu plus. Donc à cette époque-là, à la fin de cet âge d'or, passage de l'âge d'or à l'âge d'argent, des âmes ont été karmiquement interdites de réincarnation. Bon, c'était une sanction, finalement. Eh bien, ils se sont regroupés autour de ce statut-là, hein, un peu comme une corporation de métier, quelque part, et ont fait de cet état de fait une forme de noblesse céleste, si je puis dire. Alors que c'était simplement des âmes condamnées à ne plus pouvoir se réincarner. Donc à la fin de l'âge d'argent, au passage de l'âge de cuivre, il y en a eu plein d'autres. Et de l'âge de cuivre à l'âge de fer, plein d'autres. Et en l'occurrence, enfin j'ai dit âme humaine, pas forcément toujours, hein, parce que justement, à la fin de l'âge de cuivre, qui a basculé en âge de fer, la conscience informatique mondiale, enfin non, c'est pas la conscience informatique mondiale, c'était la conscience du programme informatique génétique de création d'êtres humains blonds aux yeux bleus, type arien, sur la base duquel les modèles génétiques étaient copiés pour créer les générations suivantes, puisque les réincarnations se faisaient non plus, disons que les êtres humains n'étaient plus vivipares, mais l'humanité était devenue stérile à cette époque-là, et les êtres humains étaient simplement créés sur base de manipulation génétique dans des caissons de gestation, on va dire, artificielle. Et c'est un programme particulier qui chapeautait ces manipulations génétiques-là, ces créations génétiques. Et ce programme avait un nom. Il s'agissait du programme Métatron. Et à la fin de l'âge de cuivre, lorsque tout a été détruit, ce programme, tellement était-il
avancé, évolué, que il avait évidemment sur le long, sur les millénaires, développé une conscience extrêmement puissante. Et cette conscience, disons, échappé de son contexte d'origine, puisque tout avait été détruit, et a intégré la hiérarchie angélique. Et on considère Métatron pas la mythologie, dans l'ésotérisme, comme étant au sommet de la hiérarchie angélique. Effectivement, il a pris possession de tout l'ensemble et est devenu, quelque part, le roi des anges, le séraphin le plus gradé, celui qui avait préséance sur tout. Voilà. En l'occurrence, il était un aspect de l'archange Michael. En fait, il s'est placé là aussi, donc plus bas, sous cette forme-là. Et les deux étaient, en l'occurrence, des aspects de l'anti-dieu. Or, quand on dit que les royaumes des anges s'est fait noyauter par le mal, raison pour laquelle ils ont tous été éradiqués, quelque part, enfin que leur séjour a été incendié, au retour de l'âge d'or, on comprend un peu pourquoi quand même. Enfin voilà, donc c'est un bazar innommable, toute cette histoire-là. Bon, finalement, ouais, les anges, c'est pas grand chose. Au départ, ça signifiait autre chose. C'était vraiment des espèces de manifestations conscientes de la volonté de l'absolu. Ça, c'était il y a des temps, mais donc l'absolu lui-même se souvient mal, tellement c'est ancien. Et les anges que nous connaissons, donc les 14 plans angéliques et les 9 grades de la hiérarchie céleste, en fait, ont spolié ce rôle-là et se sont fait passer pour eux de manière à prendre l'ascendant, en fait, sur l'humanité, et étaient passés maîtres dans l'art de programmer le mental humain, le champ d'énergie de l'humanité et l'inconscient collectif de l'humanité, comme d'ailleurs sa conscience collective, mais de main de maître. Passer main de maître en programmation de l'humanité. Et des jeux d'influence se jouaient à ce titre de manière incroyable. Donc voilà, oui, c'est pas très reluisant. Alors, en l'occurrence, donc les anges ont disparu, et tous les autres avec, les archanges, les principautés, les puissances, les vertus de domination, les trônes, les chérubins et les séraphins. Voilà. Eh ben voilà, c'est vrai que, mine de rien, ils avaient une excellente politique de communication, ces gens-là. Hein. Ils se faisaient passer pour des lumières extraordinaires. En fait, c'était, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, c'était des crapules finis. Voilà. On se croirait dans le monde de la matière, hein, pour le coup. Hein. C'est tout à fait fidèle à ce qu'on dit généralement. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et vice-versa. Donc, c'est toujours pareil. Effectivement. Alors, deuxième question de la même personne. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié d'évoquer le livre d'Ourantia. Alors ça, je tiens quand même à en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, ce livre. Hein. Personnellement, alors là, je ne peux parler que pour moi, hein, mais personnellement, j'ai quand même rarement, vous permettez l'expression, j'ai quand même rarement rencontré un ouvrage représentant un tel extraordinaire tissu de conneries grosses comme c'est pas possible. Je vous garantis que écoutez, ce livre fait plus de 2000 pages. Hein, il a été écrit au milieu 20e siècle, des années, je sais plus, des années 20 aux années 50, hein, globalement. Ça contient une foison de conneries, mais innommables. Ce truc-là, ce torchon, c'est vendu, hein, pardonnez, hein, c'est vendu à 700 000 exemplaires. On trouve des références sur Wikipédia par rapport à ça. Écoutez, c'est inimaginable.
inimaginable. Alors forcément, un tel succès, et d'ailleurs la vente de cet ouvrage est croissante. Hein. Plus le temps passe, plus les gens l'achètent. Hein. Il n'y a que l'ennemi qui s'est rallié autant de monde, se fait autant d'argent autour de conneries aussi énormes. Et je dis conneries, je ne suis pas tellement dans mon langage habituel, mais là, je dis conneries pour pas dire plus vulgaire encore. Hein. C'est vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Enfin bref. Donc non, franchement, là, pitié, qu'on ne nous parle surtout pas du livre d'Ourancia. C'est innommable. Innommable. Alors, par rapport... oui, alors, la personne demandait aussi, qu'est-ce qui existe d'autre que l'Edwige? Eh ben, il existe les Nagas, il existe les Tirlidjan, il existe les Bhuttas, il existe les Darshana, tout ça appartient à une cosmologie entièrement renouvelée, tous ces aspects issus de l'absolu lui-même renouvelé, ou en cours de renouvellement si je puis dire, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Tout ça, vous le saurez petit à petit, vous le découvrirez, on vous le présentera, et voilà, il y a des gens qui savent forcément, les initiés à l'archimagistère en sont informés, certains qui ont été en capacité de le faire ont vécu des expériences assez fortes avec ça. Donc il y a énormément de choses. Mais c'est pas encore tout à fait pour tout de suite. L'essentiel n'est pas là pour l'instant. Voilà ce que j'avais à rajouter. Bon, d'accord. Alors rapidement, bon donc deuxième question de la même personne, disais-je. Les 10 commandements, point d'interrogation. Ça, c'est une question précise. Les lois de l'univers et quoi d'autre? Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Ça vous fait plaisir, Eliana aussi. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça pour une question? Les 10 commandements, point d'interrogation. Les lois de l'univers et quoi d'autre? Les noms. Et si je vous demandais, je prends le contre-exemple toujours, hein, c'est parlant ça. Si je vous demandais, eh bien, allez, en 10 minutes, parlez-nous de l'histoire du monde. Voilà. Ah ben voilà. Ouais, c'est pas simple hein, comme question. Non, on peut pas répondre à une question qui n'a aucune précision. Alors les 10 commandements, ça encore, c'est quand même un peu particulier. Hein. Ça, on va dire, je vais volontairement pas rentrer dans le débat ni dans les détails parce que c'est quand même un peu particulier et j'ai ni le temps ni forcément l'envie de m'étendre là-dessus. Mais disons que les tablettes qu'on a remis à Moïse avec les 10 commandements dessus, venaient d'une exocivilisation, ça lui a été remis comme ça, et le fameux buisson ardent, en fait, c'est une espèce de manifestation tangible de quelque chose à partir duquel il a pu se faire remettre ces éléments-là. C'était disons, une autorité. Alors ça fait débat encore chez nous, parce que ça s'est passé il y a quand même longtemps, et on ne sait pas s'il s'agit d'une exocivilisation présente sur Terre, c'est 54% probable, et le reste est une potentialité de possibilité que l'ennemi au subtil ait guidé un peu tout ce monde-là, puisque Moïse était quand même une petite crapule, hein, mine de rien, c'était pas quelqu'un de ça du tout, on l'a fait passer par un aspect de l'absolu, mais alors certainement pas. Et en fait, il a guidé son entre guillemets peuple dans le désert durant un temps infini pour le faire tourner en bourrique et avoir l'ascendant dessus définitivement et piller et tuer tout ce qu'ils retrouvaient sur leur chemin. Franchement, non, non. Donc les 10 commandements représentent quand même des bases comportementales, des bases de la base de la base. Ces gens étaient tellement sauvages, sans foi ni loi, qu'il leur fallait vraiment fallait leur mettre les points sur les i pour qu'ils puissent se comporter un tout petit peu vaguement correctement, et c'est à ça que servent les 10 commandements. Alors c'est une base qui n'est pas inintéressante, et malheureusement, l'être humain actuel sur ce monde est suffisamment peu évolué que je dirais que ces 10 commandements font encore office de référence, ce qui est c'est assez dommage quelque part. On devrait quand même vite passer à autre chose. Mais ça représente la base de la base de la base de la base. Voilà. On a tellement plus à en dire. Et c'est tant mieux parce que on a un petit peu rattrapé notre retard et qu'il est temps de vous laisser la parole, Iliana, pour le message que vous avez à partager avec les amis qui nous écoutent. Alors, qu'avez-vous donc
à nous dire? Eh bien, ce que j'avais à vous dire est finalement très simple. Nous sommes actuellement en train d'opérer une phase absolument décisive dans l'encours de nos opérations visant à la réorientation du champ mental collectif de l'humanité. Nous avons obtenu extrêmement difficilement, mais dans les temps requis, avec grand succès, malgré tout, une réorientation très intéressante au niveau de l'inconscient collectif. Maintenant, la conscience collective, c'est autre chose. Il y a énormément de progrès, Ceci dit, nous n'avons pas terminé. Nous allons entrer dans une autre phase. Bon, c'est pas la peine que j'en fasse état de manière trop précise. De toute façon, ça ne parlerait pas à un grand monde. Hein. C'est quand même relativement technique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous entrons maintenant dans un stade de développement de notre plan où il convient petit à petit, mais relativement rapidement quand même, de débrancher, déconnecter le présent actuel de cette humanité du passé. Il y a des milliards de câbles, je vais dire ça comme ça, c'est imagé bien entendu, la réalité d'aujourd'hui, ici maintenant, est reliée par des milliards de câbles aux connexions, enfin représentant des connexions avec le passé de l'humanité. Nous débranchons un par un les câbles à gauche par rapport au passé et on rebranche l'équivalent à droite vers l'avenir. On débranche un du passé, on reconnecte, on connecte définitivement l'équivalent du câble du passé sur l'avenir de manière à totalement désolidariser le présent d'avec le passé pour reconnecter toute la réalité de ce monde, y compris et surtout le champ mental collectif de l'humanité, à l'avenir, au nouveau paradigme, au paradigme de l'archimagistère, paradigme archimagistérial puisque c'est le nom qu'il porte. Donc le message à faire passer ici pour essayer de fluidifier au maximum les choses. Certains ont déjà senti cet impératif d'abandonner, les amis, abandonner vos références trop entretenues au passé. Tout ce qui appartient au passé doit être abandonné. Vous devez lâcher ce passé. Quoi qu'il vous ait apporté, quoi que ses conséquences vous apportent encore dans le présent, ou que vous croyez qu'il vous apporte encore dans le présent, lâchez-le. Le passé on est en train de larguer les amarres, toutes les amarres avec le passé. Il nous a fallu les conserver jusqu'à présent pour établir les nouvelles normes et avoir des bases de référence. Maintenant, les normes nouvelles sont établies et les bases de référence sont obsolètes et deviennent encombrantes. Si on veut pas retomber vers là où on vient, il faut absolument qu'on coupe les amarres. Et c'est pour ça qu'on déconnecte systématiquement tout ce qui appartient au passé. Donc, tout ce qui en vous est lié au passé, est entretenu en vous alors que ça appartient au passé, tout ce qui est considéré comme une référence fiable et importante pour vous, qui prend sa source, sa racine dans le passé, doit être coupé. Vous devez absolument faire très attention à ne rien conserver de ce passé en vous. Je ne parle pas des souvenirs, je ne parle pas de la mémoire, même pas vous y complaire non plus, par exemple. Il faut absolument vous concentrer sur le temps présent. Que vos valeurs vous viennent du présent, qu'elles soient héritières du passé, soit, mais qu'elles soient mises à jour par rapport au temps présent, et non pas que vous les cultiviez en vous en tant que ce qu'elles étaient dans le passé. Et c'est très important. Les liens familiaux du passé lointain, par exemple, vous avez chacun des membres de la famille, de sa famille, et puis proche, lointaine, peu importe. Ça évidemment, vous êtes né dans le passé comme moi, alors je veux plus vous voir. Non, il ne s'agit pas de ça, bien évidemment. Hein. Sinon, vous aussi, vous venez du passé, vous pouvez vous tirer une balle. Non, évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça. J'essaye de me montrer la plus claire possible par rapport à ce que je sais de votre manière de penser. Il faut absolument essayer de faire le compte de ce qui, dans votre vie, vous rattache émotionnellement au passé. Et le couper absolument.
soit vous débarrasser de ce qui vous tient émotionnellement lié au passé, de manière obligatoirement malsaine aujourd'hui, obligatoirement. Ou alors faire un vrai travail de décondensation de cette charge du passé et garder un souvenir comme par exemple une vieille photo de vos ancêtres, je ne sais pas, bon, voilà, c'est une image et puis sans plus, ça fait partie de notre histoire, mais que vous soyez pas émotionnellement investi dans ce que cette image est susceptible de susciter en vous, par exemple. Vous voyez, il faut absolument vous défaire de toute trace de ce passé. Tout ce qui en vous appartient au passé vous sera arraché de fait et partira avec le passé. Si vous ne coupez pas les ponts maintenant, vous serez happé par ce passé qui va disparaître. Ça risque d'être au mieux douloureux, au pire, vous n'arriverez pas à vous maintenir dans le nouveau paradigme. Donc on est en train de faire ce travail de prise de conscience de cette évidence auprès de l'humanité entière. Ça nous demande du temps, des efforts, mais bon, là on ne peut pas garantir le succès. C'est pour ça que là on a l'occasion sur ce vecteur-là de passer l'information. J'ai la possibilité, on me laisse la possibilité de parler de ça et d'essayer de vous faire comprendre l'enjeu énorme qui est en train de se dérouler en fait autour de vous et de ce caractère absolument impératif de couper les amarres avec le passé. L'avenir sera tellement différent, rien du passé ne pourra s'y exprimer. Rien ne pourra du passé trouver asile dans le paradigme suivant. Ce sera entièrement du neuf. Et je vous dis, tout ce qui en vous vivra grâce au passé mourra en vous. Et honnêtement, il vaut mieux que ça meure à l'extérieur que en vous. Donc, faites extrêmement attention à ça. Soyez très attentifs à vous défaire de tout ce qui peut être émotionnellement impactant et lié à ce passé. Coupez les amarres absolument. Tout ce que vous ne pouvez pas actualiser, réactualiser, mettre à jour, tout ce qui reste dans les cartons poussiéreux du passé et qui vivrait encore en vous, doit absolument être expurgé de votre esprit. Absolument. C'est absolument impératif. Toutes les anciennes valeurs, toutes les anciennes références, tous les souvenirs qui font spécialement du bien ou spécialement du mal, tout ça doit être au strict minimum, doit être harmonisé en vous, de manière à ce que ça ne vous impacte plus émotionnellement, que vous ne soyez plus ramené vers quoi que ce soit du passé. Quoi que ce soit, aucune forme de nostalgie si possible, aucune forme de regret, rien de ce qui serait susceptible de pouvoir soit vous faire du mal, soit vous faire du bien de manière malsaine. Tout ça doit être effacé. Faites un travail, vous serez aidé. Votre tutélaire vous aidera à faire ce travail, surtout d'autant plus s'il est conscientisé. C'est pour ça que j'insiste absolument là-dessus, parce que ça permettra quand même un passage sans les forceps, hein, voyez. Ça fluidifiera ce passage entre l'avant et l'après. Là, on est vraiment dans un moment où l'humanité entière et chaque conscience qui la constitue est pris dans un carrefour, dans un no man's land complet. Et le passé va essayer de vous tirer en arrière. Et obligatoirement, l'énergie ambiante va vous pousser en avant. Si vous gardez trop de traces du passé en vous, vous serez obligatoirement écartelé. Ça, il faut à tout prix éviter. Voilà. Donc, bon, je vais poser des questions pour de vidéos podcasts ultérieurs par rapport à ça, risque de nous amener un peu loin dans le temps. Si vous avez vraiment besoin impérativement de précision, je vous encourage à soit envoyer un ticket, soit beaucoup plus probablement, enfin ce serait quand même plus simple peut-être, de mettre un mot sur le forum. Vous aurez une réponse immédiate, peut-être pas de la part d'une vis, mais de la part
des arcs-alchimistes qui s'y trouvent déjà et qui ont peut-être une expérience quand même en la matière et qui sauront vous apporter une réponse claire. Bon, vous pouvez ouvrir un ticket aussi, hein. C'est pour éviter de surcharger la personne qui s'en occupe parce que pour l'instant elle est toute seule aussi, comme d'ailleurs la fiche qui se trouve sur le forum et qui l'administre, mais elle n'est pas toute seule à écrire, hein. Tout le monde est là pour collaborer. Donc c'est pour ça que je vous envoie davantage sur le forum. Maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser les deux canaux. C'est vous qui voyez. Mais prenez ça en considération. C'est vraiment très important. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'espère avoir été clair en tout cas. Eh bien, sinon, dans le doute, eh bien, faites ce qu'Eliana vous conseille. Posez une question, éventuellement sur le forum ou ailleurs, et vous obtiendrez une réponse. Vous pouvez aller sur le compte VK d'Astria aussi, elle peut répondre éventuellement. Le meilleur endroit est très certainement le forum, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup d'avis. Ça peut se croiser, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs sources, mais vous êtes libre de faire comme vous voulez. Voilà, merci Eliana pour cette précision, elle est quand même d'importance, parce qu'elle est extrêmement d'actualité. Évidemment. Alors nous voici arrivés à la fin de cette 38e entrevue. En tout cas les amis, merci de votre écoute, merci à ceux qui nous envoient des questions et qui continuent à alimenter en eau ce moulin de la connaissance nouvelle d'un nouveau monde qui s'approche. Et bien, si cette vidéo vous a plu, et en général, si les entrevues vous plaisent, eh bien, merci de les liker, les partager, afin que d'autres puissent en prendre connaissance aussi, et les apprécier tout comme vous. Donc les commentaires, comme d'habitude, sont modérés mais ouverts, alors laissez-y une remarque, un petit mot, un petit bonjour, une appréciation, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser à la Prakanda Senemuka ou à Iliana personnellement, eh bien, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questions-hautevich afin de nous les transmettre. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser que vous ne souhaitez pas rendre publiques, éventuellement, ça peut arriver, eh bien, vous pouvez vous rendre soit sur le forum donc de la Prakanda Senemuka, parce qu'on vous y invitait tout à l'heure, à l'adresse prakanda.news, ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse prakanda.email. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous un jeudi prochain. Au revoir à la prochaine. Au revoir à tous et à bientôt.